il y a deux aspects qui préoccupent beaucoup les médecins, quelle que soit leur spécialité ou pas, et le grand public également, parce qu'il existe depuis très longtemps, comme on va le voir, deux idées qui ne se basent pas sur des évidences scientifiques récentes, qui considèrent que d'une part, la testostérone peut être dangereuse et favoriser le cancer de la prostate, et d'autre part, que la testostérone peut être dangereuse pour le cœur et les maladies cardiovasculaires. Et c'est ce sujet particulier qui sera approché par notre collègue, le docteur Stéphane Résimond. Par détailler de bonnes indications, c'est une chose, mais si dans la tête du médecin ou des patients, il y a cette idée qui circule encore beaucoup, oui, mais c'est peut-être dangereux, eh bien, ça devient un problème qu'il est difficile, je dirais, il faut du temps et beaucoup d'études, et ça fait au moins maintenant 10-15 ans que des études sont réalisées, que je vais vous montrer, qui sont récentes, basées sur des données scientifiques évidentes, et qui montrent que ce sont des idées qui n'ont pas de base scientifique. Alors, testostérone, vous voyez, dans la presse grand public, et c'en est bien un bon exemple, on en parle tout le temps, mais il reste des a priori. Et justement, une grande étude internationale que vous voyez là, qui a à peine plus de 10 ans, montrait qu'en interviewant des médecins, la crainte principale pour ne pas prescrire de la testostérone, c'était le risque d'induire un cancer de prostate principalement, c'est l'écueil principal, et que d'autre part, c'était peut-être un risque cardiovasculaire qui sera abordé par le docteur Résimond. Alors, est-ce que c'est justifié? C'est un peu l'objet de cette présentation que, comme je vous l'ai dit, je fais très souvent à mes collègues urologues, parce que c'est eux qui voient plus ces gens qui viennent avec la prostate au milieu de la tête, et que ça gêne beaucoup. Donc on a revisité toute la littérature à ce sujet, plusieurs publications dans des grandes revues internationales, pour revoir un peu sur quoi tout ça se base. Mais ça se base sur quelque chose qui est difficile à contrer, c'est un prix Nobel. Alors, c'est difficile d'aller contre un prix Nobel. Mais le prix Nobel, il a été décerné en 1966, comme vous le voyez, à Charles Huggins de Chicago, qui avait montré, dans les années 40, comme vous voyez là, dans les années 40, l'effet et l'influence des hormones masculines et féminines sur le cancer de la prostate, le cancer du sein et des cancers gynécologiques. Alors, il est certain qu'à cette époque, dans les années 40, bien sûr, on ne voyait pas de patients à des stades débutants, on voyait que des patients à des stades métastasiques presque avant leur décès, et qu'a montré plus spécifiquement Huggins et ses collègues, c'est que chez les patients qui ont un cancer de prostate très avancé, donc métastasié osseux, à cette époque-là, on ne diagnostiquait qu'à ce stade-là, un stade terminal, que la castration chirurgicale, bien sûr, à l'époque, ou l'administration d'œstrogènes pouvait temporairement diminuer, réduire l'agressivité du cancer de prostate. Eh bien ça, c'est tout à fait exact. Ça reste encore exact et ça reste un des piliers du traitement du cancer de prostate métastasié avancé, que bien sûr, dans nos pays favorisés, on ne voit plus tellement, puisqu'on le diagnostique à des stades beaucoup plus précoces. Mais la base du traitement du cancer de prostate métastasié ou avancé reste la castration chimique par les anti-androgènes. On ne donne plus d'œstrogènes. Le deuxième versant de cette approche, de ces travaux, c'était d'affirmer que l'administration de testostérone pouvait augmenter le risque et pouvait faire aggraver le cancer de prostate métastasié. Et cette
affirmations, qui était un paragraphe mineur dans ces importants travaux, ont été très mal documentés. Il n'y avait que 2-3 cas. Et ça reste le problème principal, un des problèmes principaux dans la prescription de testostérone, c'est d'avoir peur que la testostérone peut favoriser ce cancer de prostate. Et c'est très mal documenté. Et en plus, il suffit de réfléchir sans être un prix Nobel. Tous les hommes qui ont un cancer de prostate avancé, métastasié et qui meurent, ils sont tous castrés, puisque c'est le traitement qu'on leur a donné. Donc ça ne guérit pas, c'est tout. Point. Il ne faut pas être nobélisé pour ça. Ça ne guérit pas, mais ça peut ralentir un petit peu leur progression. Et chez certains, à l'époque, ça la ralentissait très certainement. Mais si l'on vient à une époque actuelle, c'est-à-dire les 10-15 dernières années, sur ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, des preuves scientifiques, les mesures de PSA, les biopsies, etc., etc., il n'y a aucune documentation, comme on va voir, qui permet d'aller dans ce sens que la testostérone pourrait favoriser le cancer de la prostate. Et comme le disait Pasteur, ce qui est vrai en science doit pouvoir être reproduit et dupliqué. Et depuis ces années 40-50, ça n'a jamais été le cas, et certainement pas au cours des 15-20 dernières années. C'est d'ailleurs ce qu'a affirmé l'Institut de médecine des États-Unis il y a déjà un peu plus de 10 ans, que l'influence de la testostérone sur la prostate et sa carcinogénèse sont très mal définies et doivent être remises en question et réétudiées. C'est ce qui a été fait au cours des 15 dernières années. De nombreux articles ont montré qu'il n'y avait aucune influence défavorable ou qui favorisait le cancer de prostate si on donnait de la testostérone. Pas un seul article au cours des 15 dernières années. Donc, il est temps de réévaluer ça sur des bases scientifiques. C'est un petit peu ce que je m'efforce, avec d'autres bien entendu, de faire. Alors, 3 questions. Première, est-ce qu'un taux de testostérone élevé entraîne un plus grand risque de cancer de prostate, puisqu'elle diminue progressivement à partir de la trentaine? Eh bien, pas du tout, parce que la simple logique, il ne faut pas non plus être un prix Nobel, c'est que la testostérone diminue avec l'âge, bien entendu, et le cancer de prostate, il augmente quand on devient beaucoup plus vieux. Il y a très peu de cancers de prostate avant 50 ans. Donc, il ne faut pas non plus être un très haut scientifique. Quand la testostérone diminue, il y a plus de cancers de prostate. Quand la testostérone est élevée, il n'y en a quasi pas. Voilà. C'est très simple, mais en général, ce qui est simple et logique a du poids. Alors, on peut aller beaucoup plus loin. Vous voyez, des études tout à fait récentes, encore de l'année passée, qui montraient que chez des patients qui étaient suivis, régulièrement, avec leur PSA, des biopsies, des résonances magnétiques de la prostate, le cancer de prostate avait tendance toujours à apparaître quand leur taux de testostérone commençait à redescendre de manière très significative, ce qui va dans le même sens. Hein? Si on voit alors maintenant l'ensemble de méta-analyses, d'études très très larges, en fait, et étonnamment, c'est les patients qui ont une testostérone basse qui ont le plus grand risque d'avoir un cancer de prostate et, comme vous allez voir, d'avoir un cancer de prostate plus agressif que ceux qui ont un taux de testostérone élevé. 18 études collaboratives très larges ont été revues dans cet article qui montrent donc qu'il n'y a pas de relation avec un taux de testostérone élevé et un risque de cancer de prostate, et qu'au contraire, c'est quand la testostérone devient nettement plus basse que le risque de cancer de prostate augmente, et également son agressivité qu'on définit par le score histologique de Gleason. Plus le cancer est agressif, à partir de 7, plus ces patients ont une testostérone basse. Mais il est trop tard. Mais ce sont des évidences. Et d'autres articles, comme vous voyez, un taux de testostérone bas est associé avec un cancer de prostate de moins bon pronostic.
Une très large étude également récente, vous voyez, de 2017-2016, l'étude Rime a montré qu'il n'y avait pas de relation entre le traitement à la testostérone et l'induction d'un cancer de prostate. Donc, réponse à la première question, un taux de testostérone élevé entraîne-t-il un plus grand risque de cancer de prostate? Non, pas du tout, au contraire. Deuxième question, est-ce que l'administration de testostérone entraîne un risque plus grand de développer un cancer de prostate? Première très large revue dans le New England par Oden et Morgenthaler, un premier groupe de 5-6 études ne montrait aucune relation entre le traitement à la testostérone et la découverte par le PSA et les biopsies d'un cancer de prostate. L'étude la plus intéressante et la plus importante, c'est celle qui a été publiée il y a une dizaine d'années dans le JAMA, qui a pris 44 patients, les a biopsiés, a mesuré au niveau tissulaire, etc., et a montré très clairement que donner de la testostérone chez des patients qui avaient une déficience en testostérone n'avait pas d'impact négatif sur le développement du cancer de prostate avec toute la documentation histologique. Donc, à cette deuxième question, est-ce que l'administration de testostérone entraîne un plus grand risque de cancer de prostate? La réponse est également négative, c'est non. Et la troisième et dernière question, encore plus délicate, c'est chez des hommes qui ont eu un cancer de prostate. Donc, ils l'ont eu et ils ont été traités, soit par chirurgie, soit par radiothérapie, et ils sont considérés comme guéris. Un an après, leur PSA est stable, il est à 0. Est-ce que donner de la testostérone à ces patients qui ont des symptômes, évidemment, les patients doivent être symptomatiques avant tout, est-ce que donner de la testostérone à des patients qui ont eu un cancer de prostate, est-ce que ça peut relancer leur cancer? Est-ce que c'est dangereux? Parce que on diagnostique de plus en plus de cancers de prostate chez des hommes qui ne sont pas très âgés, qui ont un traitement curatif et puis qui souffrent de symptômes de déficience en testostérone. Alors, réponse à cette question, une autre étude que nous avons faite de revoir la littérature chez des patients qui ont été traités par prostatectomie radicale, par radiothérapie, external beam, par brachythérapie, implant radioactif, qui avaient un PSA qui était à 0 indétectable après 1 an, ou même 2, pour être plus prudent. On leur a donné de la testostérone parce qu'ils étaient symptomatiques et il ne s'est rien passé. On a encore revu plus récemment ce sujet-là avec un groupe de collègues internationaux en reprenant toutes les études qui avaient été faites sur un nombre variable de patients, mais vous voyez qu'il y en avait, en général, ce n'étaient pas des très grosses études, mais enfin, il y en avait une centaine par-ci, 1 millier par-là. Et là aussi, les conclusions étaient, et les recommandations, vous ne devez pas aller dans le détail, c'est que pour autant que les patients aient des symptômes après avoir été traités de manière curative d'un cancer de prostate, il n'y a pas de risque de réveiller, d'induire ou d'induire un nouveau cancer de prostate. Quelle explication peut-on donner à ça? De manière très résumée, c'est un petit peu l'hypothèse du modèle de la saturation qu'a développé notre collègue Morgenthaler, c'est-à-dire qu'il compare la prostate, si vous voulez, à une fleur, une plante desséchée. On lui donne de l'eau, à la prostate on donne de la testostérone, il y a un seuil. Une fois qu'on a franchi ce seuil, on a saturé les cellules, la fleur s'est réépanouie, la prostate a repris un volume normal, et si vous se donnez encore et encore de l'eau, eh bien, ça ne va pas changer, la plante elle ne va pas s'agrandir plus vite, ni rien du tout. Et on compare ça avec ce modèle de la saturation de la prostate, où quand on est déficient, un peu de testostérone peut augmenter le volume de la prostate, mais c'est très vite saturé, il faut un niveau très très bas, et après, donner plus de testostérone n'aura aucune influence au niveau de du risque de développer un cancer prostatique. Autre aspect, on prend des patients qui ont été opérés d'un cancer de prostate, et qu'est-ce qu'on voit? C'est que ceux qui avaient un score
de glycone élevé, donc un cancer agressif, 1, 2 ou 3 ans, un an après, ils ont remonté spontanément leur taux de testostérone, c'est-à-dire que leurs cellules cancéreuses prostatiques en mangeaient quelque part. C'était la saturation. Ceux qui avaient un cancer qui n'était pas agressif, il ne se passait rien. On leur enlevait leur prostate et leur PSA et leur testostérone, leur glycone ne bougeaient pas. Donc, troisième question, chez des patients à risque ayant eu un cancer de prostate, est-ce que, avec des symptômes bien entendus, et avoir une période de recul d'1 an ou 2 pour s'assurer que le patient ne récidive pas, bien entendu, principe de précaution élémentaire, il faut être prudent, eh bien, donner de la testostérone n'est pas dangereuse. Voilà les 3 questions principales. Maintenant, pour terminer, un aspect un petit peu plus provoquant et tout à fait récent, qui, à une dizaine d'années, aurait amené tous ces gens-là en prison, surtout aux États-Unis. Hein? Et comme ils travaillent à Johns Hopkins, ils pouvaient se permettre pas mal de fantaisies qu'on n'aurait pas pu. Et comme le dit le titre, ils ont été au-delà du postulat testostérone, cancer de prostate, etc. Ils ont pris des patients, vous voyez, c'est publié dans des trucs, des journaux, tout ce qu'il y a de plus sérieux, et ils ont appelé ça la thérapie androgénique bipolaire. Ils ont pris des patients qui avaient un cancer de prostate avancé, métastasié, limité à 3 ou 4 métastases osseuses, qui avaient donc été castrés chimiquement par des anti-androgènes, bien entendu, et qui, après quelques années, progressaient, récidivaient, ils devenaient hormonaux-résistants, comme beaucoup le deviennent, et alors on passe à des anti-androgènes de seconde génération, abiraterone, enzalutamide, ou à de la chimio. Eh bien, ils ont pris, il faut le faire, il faut l'oser, mais ils l'ont osé, maintenant c'est accepté, ils ont pris ces patients, une petite vingtaine, qui étaient donc hormonorésistants, castrés, ils ne répondaient plus à leur traitement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les auront boostés avec des doses massives de testostérone et leur PSA a complètement rechuté. Donc, ça montre que ce concept, il était temps de le taquiner sérieusement, parce qu'en fait, voilà, ça c'était l'étude, évidemment, au laboratoire, pour montrer que ces cellules-là, voilà toutes les publications, toute une série de publications, que chez des patients castrés qui ne répondent plus, donc qui sont devenus castration resistant, on rebooste leurs récepteurs avec de la testostérone et ils répondent, si vous voulez, de retour à l'anti-androgène ou au traitement castration. Donc, ces cellules qui étaient saturées, on réveille celles qui sont capables d'être réveillées en leur donnant le carburant qu'il faut, c'est-à-dire la testostérone, et après ça, on reprend le traitement androgénique et ils répondent de retour. Comme vous voyez ici, ils étaient déjà sous chimiothérapie avec du taxotere. Là, on donne du taxotere et du carboplatine. Ils répondent un peu. Et puis là, c'est leur PSA voilà, qui remonte. Mais vous voyez à des chiffres 300, 400. Donc, c'est des gens à un stade très avancé. Là, on leur donne des grosses doses de testostérone et leur PSA chute de manière verticale. Et après ça, ils répondent de retour à des anti-androgènes de seconde génération. Donc, tout ça pour montrer que le concept était vraiment historique, qu'il a toujours sa place dans les cancers métastasiés ou dans les cancers très avancés, mais que l'idée que traiter quelqu'un prend un risque par rapport à induire ou favoriser son cancer de la prostate est faux, n'est plus démontré. Ça a encore été revu dans ce groupe international, etc., qui a été publié dans les Proceedings de la Mayo Clinic et qui a bien mis en évidence qu'il y a des impacts négatifs de la déficience en testostérone, comme l'a dit le docteur Hertog, à différents niveaux, mais que donner de la testostérone n'entraîne pas de risque cardiaque plus important, comme va le démontrer le docteur Résimond, et principalement n'entraîne pas de risque d'aggraver, de déclencher ou de favoriser un cancer
de prostate. Et comme l'a dit l'Association américaine d'endocrinologie, les bénéfices d'un traitement à la testostérone sont nettement supérieurs aux risques. Ce sont leurs conclusions, donc on peut quand même s'y fier. Dès lors, pour terminer, après plus de 60 ans, il est temps de considérer différemment le mythe entre testostérone et cancer de la prostate, qui est vraiment un mythe qui n'est pas basé sur l'évidence. Et comme le disait Kennedy dans un de ses discours d'ouverture, le grand ennemi de la vérité, ce n'est pas le mensonge, c'est le mythe persistant, persuasif et réaliste qu'on apprend quand on est jeune, qu'on apprend à l'école. Et qu'est-ce que c'est un mythe? Eh bien, un mythe, c'est une croyance qui est inculquée depuis les plus jeunes années de la vie, alors que le cerveau est perméable, c'est-à-dire quand on fait nos études, on n'est déjà plus tellement perméable, hein, qui devient comme un instinct, un automatisme, et l'essence même d'un instinct, c'est d'être indépendant de la raison. Qui c'est qui a dit ça? Darwin. Donc, ça n'a rien de nouveau. Seulement, il faut longtemps pour que l'homme, la femme un peu moins, comprenne la réalité. Et la dernière illustration, c'est que pour les hommes qui jouent au cricket avec cette balle en bois, il y a une centaine d'années, ils ont mis une protection sur leurs testicules. Mais il leur a fallu 100 ans pour se dire qu'il faudrait peut-être qu'ils protègent leur tête aussi. Donc vous voyez, il faut longtemps. Merci.